Bonsoir à tous et bienvenue sur Nous et nos émotions. Nous sommes au mois d'août, 97e live et on est le 25 août. Voilà, je devais être accompagnée et encore une fois je ne suis pas. À part avec Agnès début août, il n'y a eu que des reports. Donc c'est pas très grave. Voilà, et ce soir donc je suis toute seule. J'espère que vous allez pouvoir me rejoindre. Il y a marqué c'est presque prêt. Nous invitons d'autres abonnés à se joindre à votre vidéo. Bonjour Zazie. Cool. Et bienvenue sur ce compte. On va parler de solitude ce soir. Bon, je sais pas trop faire les trucs d'épinglage, je sais pas quoi. Je sais pas faire ce genre de choses. Je pense que c'est même pas la peine que j'essaye, je crois. Donc on va faire avec. Il y a marqué commenter, mais je sais pas ajouter un modérateur désactivé. Je ne sais pas faire ça. Donc je ne vais rien faire. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, ouais, je sais pas le faire. Bon. Alors la solitude. Alors j'avais écrit, quand j'ai mis le post, j'avais écrit « Nous y sommes, nous la traversons, nous la fuyons, nous l'espérons ». Vaste sujet, parce que la solitude, c'est... Peut-être que ce serait plutôt à redéfinir avant de commencer à faire le début du live, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on entend par solitude. Est-ce que c'est être seul ou est-ce que c'est ressentir de la solitude? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fictif? Quand je dis fictif, c'est qu'on peut aussi des fois ressentir de la solitude ou être dans cet état de solitude accompagné. Donc c'est pas forcément un état de fait de solitude comme on peut l'entendre de prime abord en étant une personne physique seule. Donc je ne sais pas, Zazie, vous êtes la seule à être ici. Si vous voulez communiquer avec moi et dire justement qu'est-ce que vous entendez vous par la solitude. Je ne sais pas si vous pouvez écrire sur le clavier et me donner un peu une petite impression. Mais je trouve que c'est intéressant de le redéfinir en fait parce que coucou, c'est sympa. Merci beaucoup d'être là. J'étais en train de dire oui qu'il serait intéressant de définir d'abord ce que c'est que la solitude et comment on la vit en fait, qu'est-ce qu'on interprète par rapport à ça, parce que moi quand j'entends le mot solitude, j'entends pas forcément quelque chose de dramatique et encore une fois on peut aussi se sentir extrêmement seul alors qu'on est extrêmement entouré aussi. Donc j'ai sorti quelques fleurs évidemment, parce que c'est quand même un peu le sujet quand même de ce conte sur les fleurs de bac, mais pas que, parce que je parle de nous et nos émotions, donc on est aussi traversé d'émotions quand on est dans un état de solitude. Bonsoir Corinne, et donc je vais évidemment citer quelques fleurs de bac. Alors quand on est seul et que, en tout cas quand on est seul, qu'est-ce que ça veut dire la solitude ? Bon, alors je vais parler de moi parce que là je ne sais pas, personne n'interagit, donc j'attends que vous puissiez un petit peu discuter un petit peu avec moi pour qu'on puisse voir quels sont nos... Bonsoir Corinne, c'est super gentil. Alors, tu te sens pas seule? Ben non, en fait. Alors si je dois parler de ma perception personnelle, depuis que je suis toute petite, bon déjà je suis fille aînée, voilà, donc déjà... je suis arrivée dans une famille avec une fratrie qui était moi. Donc voilà, ça résume quand même pas mal de choses. Et c'est sûr que ça conditionne beaucoup de choses finalement. C'est pour ça que au début du live, je demandais quelles sont les interprétations qu'on fait autour de ce mot de solitude. Alors est-ce que c'est être seul? Est-ce que c'est ressentir de la solitude? Est-ce que c'est être effectivement seul? Et encore une fois, dans cette solitude, des fois, on est extrêmement entouré et on se sent infiniment seul. Et pour mon parcours personnel, pour te répondre, Marianne, eh bien, donc Marianne, qui fleur de bac 31, Marianne Casrumeau, qui se trouve du côté de Toulouse, eh bien, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours senti, en fait, cet état de solitude, de fait, parce que voilà, j'ai incarné cette famille sans frères et sœurs, enfin il y en a eu après, mais bon voilà, je l'avais déjà évoqué, et bref, je suis seule dans cette famille, je suis fille unique, et du coup, voilà, de facto,
je me suis retrouvée dans cet état d'isolement, on va dire, de solitude. Bonsoir Solène, bonsoir Flo, Nadia. Et en même temps, j'ai jamais... comment dire, j'ai jamais ressenti, enfin si, c'est très paradoxal, j'ai ressenti cet état de manque d'avoir des frères et sœurs, mais bon, j'ai une petite sœur qui est décédée et puis j'ai eu un frère aussi, une fausse couche très très avancée, donc c'est plutôt ça que j'ai ressenti. Mais c'est pas, bonsoir Célène, coucou, c'est pas un ressenti de solitude, c'est un manque de la présence de ces âmes qui s'étaient incarnées, qui sont reparties. Donc c'est pas un état vraiment de solitude. Et la solitude, j'aurais peut-être dû appeler le titre Peur de la solitude ou pas, parce que finalement on va broder autour du mot de la solitude, parce que encore une fois c'est vraiment interprétable. Et cet état de solitude, je l'ai toujours, comment dire, incarné, vécu, j'allais dire traversé, dans un état de conscience déjà très tôt comment expliquer ça, c'est très compliqué de mettre des mots là-dessus, mais de cette certitude que de toute façon j'étais seule en fait, que quoi qu'il advienne, même si j'étais entourée, que je sois incarnée dans une famille où il y ait 5 frères et sœurs, etc., cet état de fait, d'être dans cette solitude face à la vie, face à mes choix, face à qui je suis, face à mes pensées, face à mes actions, face à ma mère aussi qui m'a élevée, face aux autres, j'ai toujours senti que j'étais seule en fait. C'est très très étrange hein, parce que très 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 tôt je l'ai ressenti comme ça. Et donc je l'ai pas vécu comme j'allais dire comme une souffrance, et en même temps je pouvais sentir de temps en temps une forme de difficulté aussi à me retrouver seule après avoir passé du temps avec ma meilleure amie qui elle avait quatre frères et sœurs. Et c'était extrêmement bruyant chez elle. Il y avait de la vie, il y avait de l'action. Et c'est vrai que je pouvais me retrouver après dans cet appartement où je vivais avec ma mère, où justement il n'y avait pas un bruit. Et ça me remettait dans un état où je me disais, en fait, je ne vis pas la même chose que les autres. Et ça me confortait dans ma solitude. Et c'était pas toujours aisé non plus à vivre, parce que d'être aussi accompagnée, c'était aussi confortable. Je viens de faire tomber les cartes, c'est pas très grave. Voilà, des cartes de fleurs de bac. Et je ne sais pas quelle est votre conception de la solitude, justement. Quand vous avez vu ce titre, qu'est-ce qui a été interpellant aussi pour vous? Parce que chacun peut considérer que c'est une souffrance. Alors, je l'avais dit, voilà, on la traverse, on la fuit, on l'espère. Des fois, on vit avec beaucoup de gens. Alors, soit on est en couple, soit on est parent solo et on a plusieurs enfants, soit on est seul et on aspire à vivre avec un compagnon ou une compagne, soit on travaille avec beaucoup de monde et on aspire qu'une chose, c'est travailler seul, soit on choisit des métiers seuls et on se dit, je souffre de la solitude. La solitude, qu'est-ce que ça représente en fait ? Bonsoir Nathalie. Alors voilà, et on peut échafauder autour de tout ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui fuient la solitude parce qu'ils en sont terrorisés en fait. La solitude, ça peut être vécu comme quelque chose de tout à fait abyssal, de dramatique, de très oui, de fuyable, ça se dit pas, mais de quelque chose qu'il faut absolument combler en fait, comme s'il y avait un manque. Et ce manque, en fait, on va essayer des fois de le combler avec la présence des autres. Alors, j'ai une fleur de bague, bien sûr, pour ça. C'est Agrimonie. C'est une fleur qui parle de ceux qui sont souvent extrêmement entourés. Alors, ce ne sont pas des gens qui fuient la solitude, hein, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais ce sont souvent des gens qui sont extrêmement entourés aussi pour se fuir eux-mêmes. Parce que justement, être en contact avec eux et leurs propres souffrances, ça fait partie aussi de leur chemin, du seuil de l'inacceptable en fait, de ce qu'ils vivent. Et donc, ils vont souvent, comme dit Bach, aller chercher soit des drogues, soit de l'alcool. Alors, ça peut être une forme d'étourdissement sous cette forme-là, mais l'étourdissement, ça peut être aussi les réseaux sociaux où on est complètement addict et on est rempli
de la présence de l'autre, ou en tout cas une forme de fuite aussi à soi-même, parce qu'on est... on n'est pas en contact avec soi. Et être en contact avec soi aussi, des fois, c'est une forme aussi d'acceptation d'être dans cet état de solitude. Et donc, on va souvent, quand on est dans cet état d'agrimonie, chercher justement des plaisirs qui vont, j'allais dire, nous enivrer, nous faire oublier aussi ces mauvais moments dans la vie parce qu'on souffre. Alors, c'est pas forcément des états de solitude, hein, mais on peut aussi rechercher la compagnie des autres aussi pour nous remplir aussi de cette souffrance qu'on n'arrive pas non plus à taire en soi. Et la solitude, pour moi, c'est un peu pareil, en fait. C'est comme si des fois, on cherchait la présence des autres parce que cette présence à soi-même est intolérable. Et donc, on parle de Heather dans ces moments-là aussi. Hein. C'est ce vide abyssal dont je parlais, qui est quelque chose à fuir. Alors là, qui ne va pas être dans la fuite de l'étourdissement, dans le sens où on essaie d'anesthésier nos douleurs, comme j'expliquais avec Agrimonie. Là, on va anesthésier notre incapacité à être face à soi-même, à être seul vis-à-vis de soi-même, comme si être seul était quelque chose qui est de l'ordre de l'inacceptable, comme si on ne pouvait pas avoir cette capacité à être en contact avec soi. Dans ces moments où on se retrouve seul et qu'on cherche la compagnie des autres, là c'est aussi, on parle des heures dans cette fleur de bac qui parle d'aller combler cet état d'effroi, de se retrouver face à soi-même avec l'autre pour qu'il écoute aussi nos angoisses et donc d'aller raconter nos histoires, s'accrocher aux autres et de ne parler que de soi puisqu'on parle des heures. Alors là je fais pas des digressions parce qu'on parle de fleurs de bac mais on parle aussi de la solitude. Mais il y a une fuite aussi de soi-même par rapport à Heather parce que se retrouver tout seul est juste intolérable en fait. Et donc que ce soit par hégémonie en cherchant la compagnie des autres ou alors de substituts pour nous faire, je disais anesthésier tout à l'heure, pour nous faire fuir cet état d'angoisse ou avec la compagnie des autres. Et donc Heather, là, c'est quand on a plutôt envie de se répandre et de se raconter et qu'on recherche quelqu'un pour aller raconter quelque chose. Mais c'est aussi parce qu'on ne supporte pas non plus d'être seul. Et être seul, c'est un cadeau absolument exceptionnel en fait, et qui est un état qui est très peu toléré. On va dire que c'est des fois très toléré quand ce sont des personnes qui recherchent la solitude comme des religieux par exemple, des religieux quelle que soit la religion, ou des spirituels, on va dire, des personnes qui sont en quête justement d'aller écouter ce silence en eux. Et cette solitude qui est un vaste champ de compagnie en fait et qui est extrêmement rempli de tout un tas de rencontres que l'on fait quand on est seul avec soi-même et que l'on ne peut pas toucher lorsqu'on est avec les autres. On essaie tout le temps de se fuir en fait, on essaie tout le temps de se fuir pour ne pas être en contact avec soi, comme si être face à soi-même dans ces moments de solitude, de sentiment d'être solitaire, d'être seul, d'être dans cet état de solitude. C'est comme si la personne entendait qu'elle était seule au monde, mais en fait elle n'est pas seule, elle est extrêmement riche d'elle-même, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre. Alors on parle d'aider aussi maintenant les enfants à méditer et accepter aussi de ne plus être dans un état justement d'action et de faire et d'être plutôt dans l'introspection et d'écouter leurs émotions, de s'allonger. C'est comme aller faire la sieste. La sieste, c'est se retrouver aussi des fois face à soi-même et on se retrouve des fois dans des grands moments de solitude. C'est pas le sujet du jour, la sieste, mais c'est une petite mort aussi à soi-même quand on va se coucher le soir. Et à chaque fois, on essaie de fuir ces moments-là. Alors que ce soit des états méditatifs de concentration sur soi
et qui n'est pas quelque chose d'égotique, au contraire, qui est quelque chose qui est riche de sens, puisqu'on va aller à la rencontre de nous-mêmes, finalement. Et ça, on le retrouve évidemment chez les personnes qui se mettent dans des cloîtres, qui se mettent dans des endroits où, dans les religieux, qui vont prier, méditer, et qui vont être face à leur richesse intérieure. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vivre ces moments-là d'intenses rencontres avec soi-même dans ces moments justement de solitude. Je vous laisse interagir avec moi un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes là déjà ou si vous êtes repartis, donc je ne vais pas dire bonjour à tout le monde, mais merci d'être là. Moi, j'ai eu l'occasion de faire, quand j'avais 25 ans, une retraite dans une abbaye. L'abbaye, je ne sais plus dans quel endroit c'est. C'est dans le Morvan, je crois, je ne sais plus. C'est l'abbaye de la Pierre qui vire. Et j'avais fait cette retraite. C'est une retraite de silence. Un moment de solitude, mais un moment de solitude recherché pour pouvoir justement être en contact avec moi. Et alors évidemment, quand on fait une retraite, on n'est jamais seul, hein, parce qu'il y a du monde forcément. Il y a du monde dans l'abbaye, il y a du monde partout. Alors on est seul aussi, des grands moments de solitude dans sa cellule, hein. Mais on a des moments de partage, bien sûr, dans des repas communautaires, etc. Et puis on peut se promener et rencontrer du monde. Mais encore une fois, dans la vie, c'est très enseignant. On peut se retirer du monde et être avec soi-même dans ces moments de solitude qui sont des moments de rencontre absolument inouïs, inoubliables, et qui nous font reconnecter avec notre quintessence, j'allais dire avec notre ADN, avec qui nous sommes vraiment. On peut aussi aller contacter nos peurs, hein, dans ces moments-là. On peut contacter cette angoisse terrible justement de se retrouver seul. Ah, Solène, tu as écrit. Merci d'interagir. Alors je vais chercher la fleur rocrose qui est je parlais de vide abyssal, mais de terreur aussi à l'idée d'être seul, hein. Il y en a qui sont terrorisés, hein, donc ça c'est rocrose, pour ceux à qui ça parle évidemment. Ça peut être des attaques de panique, hein, carrément, des angoisses qui sont carrément mais paralysantes, le fait d'être seul, hein. Alors seul, si c'est quelques heures c'est ok, mais pour certaines personnes c'est juste pas possible, quoi. Et puis Mimulus aussi, aller contacter cette peur qui est une peur connue, hein. Là c'est la peur-terreur, tout ce qui va nous effrayer. Et là, on peut être plus modéré, on va dire, avec Mimulus, qui est une peur qui va être connue. On va dire, j'ai peur d'être seul, vivre des moments de solitude. Et bien justement, quand on se donne ces moments de solitude, et quand on les accepte, au lieu justement d'aller fuir, soit en picolant, soit en fumant sans pétard, soit en regardant des chaînes de, je sais pas de quelle marque que vous prenez, que vous abonnez, que vous regardez des films jusqu'à 3h du matin, ou que moi, hein, je sais pas, j'ai pas fait ça, mais presque, ou dans ces moments où on est dans cette fuite aussi de soi, eh bien, aller contacter cette peur, d'aller face à nous-mêmes, qui n'est pas un danger, parce que là on parle de Mimulus, la peur du danger, mais on n'est pas un danger à nous-mêmes, on est mais tellement incroyable nous-mêmes qu'on devrait être dans la joie de pouvoir faire cette expérience d'aller à notre rencontre en fait. Donc je vais lire, merci beaucoup pour les petits mots, hein, et avec Nathalie aussi, je vais lire après. La solitude, ce n'est pas simple, et pourtant rien de mieux que de se retrouver en tête à tête avec soi-même. Exactement. Alors ça dépend évidemment, Solène, comment toi tu envisages le mot solitude. Est-ce que c'est une solitude de façon générale? Est-ce que c'est la solitude face à un autre, un couple? Des fois, on peut se sentir seul face à nos pensées aussi. Vous voyez, pour ça que je disais, ce thématique, il est super large, parce qu'on peut sentir des grands moments de solitude en étant en couple, ou en étant avec d'autres dans une famille où il y a plein de monde. On se dit, mais en fait, je dois quand même contacter ce moment de... On le dit pour déconner, on dit les grands moments de solitude. Bah oui, en fait, il y a des moments où on est dans un grand moment de solitude. Et on n'est que nous avec nous tout le temps finalement. Et on est quand même un peu beaucoup dans notre tête face à ce qui se passe autour de nous. Et on est déjà super seul en fait quand on est avec les autres. On est déjà
Bon, j'ai souvent évoqué la PNL avec la carte du monde, mais on est qu'avec notre carte, on n'est jamais avec la carte de l'autre. Alors on apprend à s'apprivoiser et à vivre les uns avec les autres. Quand on est des enfants et qu'on arrive avec nos parents, forcément, avec vous les frères et sœurs, on apprend la carte du monde de l'autre. Forcément, on apprend à marcher, on apprend à manger, on apprend à vivre, on apprend les codes sociaux, on apprend la carte du monde, mais on a quand même notre propre carte. Même tout petit, on a déjà des regards qui sont déjà très pertinents, on a déjà des réactions, on a déjà des choses très solitaires en fait dans notre façon d'appréhender le monde. Et donc on est déjà seul. Donc on est tout le temps seul. Et donc si on n'est pas en contact avec cette solitude avec soi, mais comment aller justement être en paix avec soi? On ne peut pas aller à la rencontre de l'autre. Et l'autre ne comblera jamais en fait ce moment de désarroi total avec lequel on peut des fois être en contact avec cette peur aussi qui peut nous assaillir, qui ne sera comblée par personne finalement. Donc c'est vraiment à nous d'aller faire ses propres, entre guillemets, comblements de paix, de joie, alors que ça peut être de Heather, donc que j'ai évoqué tout à l'heure, ou d'agrimonie, voilà, de se fuir de cette angoisse, de se retrouver seul aussi. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous pensez de ce que je dis, hein, parce que bon, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Donc Nathalie, le silence est parfois pesant. J'ai souvent de la musique, mais actuellement je recherche la solitude pour me ressourcer. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Des fois, la musique comble une forme de manque d'état de solitude et qui peut être aussi très... Des fois, la musique, on le sait tous, hein, on l'a tous vécu à l'adolescence, on se met des fois des musiques de spleen et qui nous renforcent encore plus sur la solitude. Mais bon, adulte, c'est pareil aussi. Hein. On peut être... Il y a des musiques qui favorisent aussi ces états d'angoisse, de solitude, hein, et qui sont empreintes déjà de notes de solitude. Alors, quand on se sent déjà seul, évitons de mettre de la musique qui renforce cette angoisse-là. Peut-être choisir de la musique dans ces moments-là avec des notes qui vont éveiller notre âme, en tout cas, qui vont nous reconnecter à la joie d'être en contact avec soi, en fait. Hein. Bonjour Maya, j'arrive à peine, ouais, je vois, bah c'est chouette. Coucou Nathalie. Et du coup, je trouve que de se reconnecter à son âme, en fait, c'est la plus belle chose que l'on puisse faire, évidemment, sur Terre. Et donc, avoir cet état de conscience, d'être connecté à soi, à chaque instant de nos vies. On peut pas retrouver, enfin, on peut pas être dans cet état d'angoisse d'être seul, parce qu'on est déjà tellement nombreux à l'intérieur de soi. Alors, j'ai mis des bougies, peut-être que ça se voit pas, mais j'ai mets toujours des bougies, souvent chez moi. J'avais fait un live avec mon amie, donc Nancy Chabert, hein, qui a fait les bougies de nid. Je vous invite à aller écouter. Moi, quand je mets une bougie, déjà, si tant est que je puisse avoir des moments, alors pas forcément abyssal, parce que c'est vraiment pas dans ma nature. J'aime la solitude, je recherche la solitude, c'est un état de grâce totale pour moi. Donc j'aime être en contact avec moi, et même si c'est pas confortable, et même si ça me fait chier, et même si c'est douloureux d'être en contact avec moi, j'adore ça en fait, et j'aime vraiment être avec moi. Voilà, c'est un grand bonheur. Et il y a des moments, j'ai des états je dis des états de grâce, mais des états, je sais pas si le mot est juste, parce qu'il faut regarder dans le dico. J'avais cherché quelque chose un peu dans le dico, essayer de trouver des jolis mots. Bon, il y a plein d'exemples, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Donc Robert ne m'apprend rien sur la solitude, en gros. Mais pour moi, j'ai souvent touché du doigt des moments, alors je dis tiens que le mot, j'espère que vous n'allez pas le prendre mal, mais des moments de béatitude, en fait, de jouissance extrême à ce contact de solitude et d'être en contact avec moi. Voilà, ça peut paraître un peu excessif, mais c'est tellement précieux. Quand on contacte ça, on n'est jamais seul en fait. Et là, on s'aperçoit quand on a touché du doigt et on a goûté de cette joie d'être en contact avec soi. Alors sous mille et une façons. Alors je parle de bougie, évidemment, c'est pas une présence. Si tant est que la solitude soit véritablement combler la solitude, soit véritablement la présence de l'autre, ce qui à mon sens n'est pas du tout le sujet, parce que la solitude c'est quelque chose que l'on ressent au fond de soi, qui n'a rien à voir avec la présence de l'autre. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, quand on se sent seul,
en compagnie des autres, on sera toujours seul. Et l'autre ne comblera jamais cette angoisse abyssale d'être seul ou de ressentir cette solitude, parce qu'on n'est pas en paix avec soi déjà. Donc la première chose à faire, c'est d'accueillir ce qui est, et d'avoir cette humilité et cette... de couper l'appréhension de se retrouver, donc Mimulus, de ne pas être dans cette peur justement de vivre ces états-là. Alors peut-être de les provoquer, moi je vous invite vraiment à le vivre parce que, alors j'ai parlé de retraite tout à l'heure dans cette abbaye, mais alors on a tous vécu des moments où on était seul de facto, seul dans la pièce, seul dans notre vie, mais c'est très compliqué d'être seul dans une vie, ça n'existe pas, à moins d'habiter sur une île déserte, franchement, c'est impossible d'être seul. Donc cette définition de la solitude, il faut vraiment la redéfinir en fonction de chacun. Alors seul, quand je ferme la porte de chez moi et que j'habite seul, ok. Mais sinon, on croise toujours un voisin, on peut aller parler à la boulangère, enfin je veux dire, c'est pas possible d'être seul en fait. C'est impossible dans ce monde, sauf si on s'isole de façon, encore une fois, dans un cloître. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je parlais de cette lumière, de cette bougie que j'allume. Et quand on est connecté à soi, on est dans cette... Alors je parlais aussi de passer le cap aussi de l'appréhension, d'aller chercher ces moments-là. Voilà, j'ai retrouvé. Et d'aller provoquer ces moments de solitude. Parce qu'on est à la découverte, là, d'un cosmos absolument dingue. Je vais vous rappeler de cette vidéo où on fait l'infiniment petit, on est dans la nanoparticule et on s'en va aussi de la Terre et on va dans l'espace. C'est vraiment ce qui est proposé là, je trouve. Et dans ces moments de béatitude dont je parle, j'ai vraiment le sentiment d'être au cœur de moi-même, c'est-à-dire vraiment dans cet ADN, dans cette quintessence déjà de mon corps, parce que je peux pas être seule, je suis avec mes cellules qui vibrent, je suis avec ce sang qui afflue. Je suis composée de toutes ces 1000 milliards de cellules. Donc déjà, je ne suis pas seule. C'est impossible de vivre la solitude. Donc déjà, moi, je suis dans la gratitude de cette solitude-là, de cette jouissance de pouvoir être en vie. C'est un truc de dingue. Et puis, dans ce départ peut-être incommensurable de cet univers qui fait que de toute façon, je suis connectée de façon inéluctable au monde, à la vie, au vivant. Donc de toute façon, je ne peux pas être seule. C'est absolument impossible. Et puis, si j'ai pas ces croyances-là et que j'ai pas envie d'aller, forcément, c'est pas une introspection, hein, d'aller connecter à mes cellules, à ce mouvement de vie qui est en moi et qui me reconnecte à une multiplicité de formes de vie et donc de non-solitude, parce que quand il y a de la vie, on ne peut pas être seul en fait, quand on est connecté à cette vie-là, à cette pulsation de vie, à ce mouvement qui nous tire en avant, c'est impossible de ressentir de la solitude. Ou alors c'est qu'on est vraiment que dans le mental et on n'est que au niveau de notre cerveau frontal et qu'on se fait un film de cet état de solitude et je suis seule et donc du coup j'embraye sur mon angoisse et j'espère que ça va s'arrêter, etc. Mais on n'est plus dans la connexion à soi, on est dans son cerveau et quand on est dans son cerveau, bon je parlais de White Chestnut, on est dans la cogitation mentale, et on va réalimenter nos peurs, nos angoisses. Voilà, je vais reprendre les fleurs de tout à l'heure, mais on n'est pas dans la connexion à soi. On est ailleurs en fait, on est sur un autre registre. Et moi, quand je parle de solitude et d'aller connecter à soi, on n'est pas sur ce registre-là finalement. Hein. Parce que si on est connecté à nos angoisses et à nos peurs et à notre mental qui s'agite pour juste revalider que de toute façon, mais mon Dieu, qu'on est seul. Alors on peut parler, j'ai pas sorti, mais Willow, qui est la fleur de la victimisation, si je l'ai sortie, elle est là, je crois. Comme c'est affreux d'être seul, etc. Calimero, hein. Ou Chicory aussi, on peut se sentir seul à travers un couple, à travers une famille, ou quand on est parent et que les autres nous aiment pas à notre mesure, etc. Donc ça, c'est des films qu'on se fait, mais c'est pas la réalité de la solitude en fait. On est de toute façon de facto seul. Donc, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le définir ce soir. Donc les films qu'on se raconte, on peut couper le mental et passer à un autre registre. Et quand on est sur un autre registre, on aborde cet état de fait avec un regard qui est plein d'amour, plein d'empathie, plein de joie, plein de gratitude. Et puis, je vais aller un peu plus loin après, mais
pour ma part, j'ai besoin de cette solitude. Ben oui, Maya, moi je suis pareil. C'est quelque chose que je recherche ardemment. En fait, ça fait partie de mon équilibre. En fait, si je ne suis pas seule, plusieurs heures par jour, mais c'est pas vivable en fait. Et je fuis les moments de foule. Alors, je peux m'enivrer, c'est très agréable, mais justement, ça me prend la tête, moi. Ça me déconnecte à moi, en fait. Et c'est... Alors, je vais dire moi, je vais dire, putain, la nana, elle vit toute seule, elle est hyper égoïste, égocentrée. C'est pas ça. Ce sont des moments nécessaires. Voilà, c'est de la survie, en fait, chez moi. Hein. C'est peut-être un mécanisme de survie aussi. Mais être tout le temps avec quelqu'un, avec des quelqu'un, ou avec un quelqu'un, c'est pas confortable en tout cas. Moi, je le vis pas de façon très confortable. J'ai besoin, et j'ai eu besoin lorsque j'étais en couple avec des enfants, puisque ça fait une fratrie tout de suite beaucoup, 3 enfants, avec un mari, on est 5. Eh bien, c'est beaucoup de monde en fait, c'est beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Même dans ces moments-là, j'arrivais toujours à m'extraire pour trouver ces moments aussi de paix et de sérénité et de contact avec moi. Donc voilà, et pourtant on sait très bien qu'entre le matin où on se réveille et le soir où on va se coucher, il y a eu une infinité de moments où c'est difficile des fois d'aller trouver ces moments de grâce justement. Alors soit on va les fuir, soit on en est victime, soit c'est effrayant, soit on les cherche ardemment et c'est très compliqué aussi de les trouver. Mais ça me semble absolument vital et nécessaire pour être en paix avec ces moments-là, pour pas vivre en tout cas la solitude comme quelque chose de terrorisant, d'accablant, et même si les moments de solitude, parce que moi j'ai traversé des périodes de célibat extrêmement longues dans ma vie, et par choix, j'ai quitté mon mari pour moi, j'ai pas quitté mon mari pour quelqu'un d'autre en fait. Je sais qu'il y a des personnes qui parlent, si on parle de couple, hein, des relations à l'autre, hein, alors que ce soit mari, femme, on s'en fout. C'est important aussi de se retrouver seul avec soi, en fait. Hein. On n'est pas obligé de faire des sauts de puce comme ça, de passer de bras en bras, de corps en corps, de sexualité à sexualité, d'idée à idée, d'être tout le temps comme ça dans ce flot de remplissage et qui ne remplit rien finalement. Et ça, on est vraiment sur Heather. Hein. C'est cette peur abyssale de se retrouver seul et donc d'être en contact avec l'autre pour remplir ce vide que l'on ne supporte pas en soi en fait. Coucou Soluna, je ne t'avais pas vu. Coucou Céline. Je ne sais pas si vous avez des choses à me partager, même si vous venez d'arriver. Vous pouvez toujours discuter. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que être seul, en tout cas être seul, la solitude, hein, alors non seulement ce peuvent être des moments extrêmement précieux et extrêmement enseignants sur qui nous sommes et la façon dont nous réagissons aussi face à ces moments-là. Parce qu'encore une fois, quand il y a je parlais de mon cas pratique, d'avoir été seule pendant des années et sur des moments aussi très longs, plusieurs fois. Il y a tellement d'enseignements à tirer sur comment on fonctionne, comment on se met aussi quand on se confronte à l'autre, justement, quand l'autre est là. Quand l'autre disparaît, quand l'autre revient. Tout ça, c'est extrêmement enseignant. C'est ces espèces d'apnées aussi, de moments où on peut prendre à bras-le-corps ces moments de solitude comme étant des sources d'enrichissement, de la connaissance de soi-même. Évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais en même temps... Comment faire l'économie de qui on est, quoi. C'est pas possible et chercher tout le temps dans une quête à travers... Alors soit il y a des femmes qui veulent éperdument des enfants parce qu'elles se disent que voilà, elles n'ont pas d'homme et que du coup elles vont combler leur solitude avec un enfant. Je pense que des fois... Alors ça peut être un programme de vie évidemment, hein, mais ça met une charge mentale sur l'enfant aussi, qui est pas très cool en fait. Hein. Donc et pareil, il y a des fausses promesses d'être en couple parce que on supporte pas soi-même d'être avec soi en fait, et on va chercher la relation à l'autre en disant je suis conforme dans le couple ou dans la société parce que je suis en couple et donc je suis plus bankable et moins plaignable parce que je suis seule. Mais en fait non. On est très bien tout seul aussi. Et c'est pas un gage de qualité d'être en couple, relationnel, qualité d'homme, qualité de femme, que quelqu'un qui est seul n'est pas quelqu'un qui est moisi, pourri, chiant ou
Comme on entend dire aussi mal baiser parce qu'on n'a pas eu de sexualité pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est quand même assez déplorable d'avoir ce genre de point de vue aussi sur ce que peut représenter aussi la solitude affective, en tout cas de non-couple, hein, donc de solitude. Alors Nathalie, moi aussi j'ai besoin de solitude, mais c'est un choix et j'ai une amie qui est seule, pas vraiment par choix, la vie, et elle souffre énormément de cette solitude. Et oui, bien sûr, alors moi j'ai une amie qui a perdu son mari, et elle n'est pas seule. Elle a perdu l'homme de sa vie, elle a perdu l'être aimé. C'est des moments de désarroi terribles, de ne plus être en contact avec l'être aimé. Quand on s'est connu pendant 25 ans, 30 ans, voilà, qu'on a construit ou pas une famille, des enfants, professionnels, on s'en fout. On peut vivre évidemment ces moments de solitude. Mais, alors bon, vous savez peut-être que sur ce compte, j'ai déjà fait des lives sur les EMI et sur la médiumnité et sur la vie après la mort et le contact avec les défunts, puisque j'ai fait des lives aussi avec une maman qui a perdu son enfant, et j'en ferai un autre au mois de septembre avec une autre personne. On peut être aussi en contact avec l'au-delà. Et on n'est jamais seul, en fait. On est aussi avec les êtres aimés. Donc, vous voyez que cette solitude-là, c'est aussi une question de perspective, en fait. C'est pour ça que dès le début du live, je parlais de définition de qu'est-ce que ça représente pour moi, la solitude. Bon, évidemment, c'est moi qui tiens le crachoir, entre guillemets, donc c'est facile, c'est moi qui parle. Après, voilà, je vous invite à écrire aussi ce que vous avez envie, parce que chacun va y mettre, évidemment, encore une fois, sa carte du monde par rapport au mot, la solitude. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Moi, ça représente un certain nombre de choses que je vous ai déjà évoquées, là, depuis 36 minutes. Et puis, pour d'autres, ça va être carrément autre chose. Dans là, on évoque ton amie, Nathalie. Évidemment, la solitude, quand elle n'est pas choisie, ça peut être... Mais moi, il y a des moments où j'ai pas choisi d'être seule. Et en même temps, la vie a fait que... est-ce qu'on ne choisit pas d'être seul, ou est-ce que, de façon tout à fait induite inconsciemment, on fait des signaux aussi pour vivre des moments aussi de solitude, pour transcender des parties de nous-mêmes et qu'on doit transformer en solo, en fait. Moi, je me pose la question. Alors, je ne sais pas que c'est une vérité, en tout cas, sur le parcours que j'ai, où j'ai été très accompagnée, j'ai vécu 15 ans avec mon mari, donc voilà, j'ai été aussi très, très accompagnée. Et puis, des grands moments de solitude, des rencontres, et des brèves rencontres, ou des moments très, très longs, des années sans rencontre. Eh bien, ces passages non désirés par moment, puisque j'ai même des fois désiré être en couple, et j'ai cherché ardemment à faire des rencontres qui se sont avérées pas du tout constructives, enfin en tout cas pas selon la démarche avec laquelle j'avais entrepris de le faire. Bon, c'est une expérience comme une autre, mais bon, j'avais essayé site de rencontre, ça a duré 6 mois, ça a été une fois dans ma vie et c'est mort. Ce sont des moments qui ont été extrêmement riches d'enseignement finalement. C'est ça que je trouve le plus confortable dans ces moments de solitude, c'est de prendre avec, de faire avec, et de pas le craindre comme avec Mimulus, ou de l'appréhender de façon très dans le mental avec la rumination, hein, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Bon, Mimulus est tombé. Alors ça peut être aussi, je pense ici à Aspen, la fleur de la peur, de j'ai peur de la solitude, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et puis une espèce de crainte comme ça, complètement irraisonnée de cette peur d'être seule, alors qu'a priori, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je la montre au cas où, pour ceux que ça intéresse. Aspen. Mais en attendant, ces moments de solitude, de désarroi qui sont des fois choyés, choisis, aimés, pris à bras le corps en disant là il faut vraiment que je me retrouve seule, c'est super agréable, c'est kiffant, c'est tout ce qu'on veut, c'est cool. Et puis des moments où on ne veut pas être seul, en fait on cherche éperdument le contact avec l'autre. Ça m'est arrivé, donc je viens de vous donner l'exemple, mais ça m'est aussi arrivé en soirée de me dire bon allez je sors et tout, et de me retrouver mais éperdument seule à travers du monde, de la foule, du bruit, et de me dire mais je suis seule en fait. Donc et des fois on a beau chercher la présence de l'autre ou les présences des autres, on est de toute façon seul par moment. Et même si on est en contact avec l'autre et qu'on communique et qu'on dit des choses et qu'on échange, on est seul. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut être extrêmement déroutant aussi ça. Et puis des fois, on fait le choix de ne pas l'être, on recherche la compagnie. Et la vie s'impose à nous aussi. Alors comme je disais tout à l'heure, peut-être avec des espèces de signaux, de warning,
de toute façon, il y a quelque chose de façon inconsciente, insidieuse, non palpable, invisible, qui des fois met des freins ou des formes de distance ou de barrières ou de... appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas parce que j'ai pas les mots nécessairement. Qui refoule aussi la présence de l'autre. Si on parle de couple, parce que là je l'ai évoqué, mais ça peut être pas forcément du couple. Bon, il y a la fleur water-violette qui se complaît terriblement dans ce choix de la solitude dont je fais partie, puisque j'aime viscéralement être seule et que je trouve que c'est vraiment jouissif et qu'il y a des moments où je peux aussi donner des signaux de viens pas trop t'approcher, je suis bien en solo. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation à l'autre, ça veut dire que c'est une espèce de bulle aussi qui fait qu'on est en contact avec soi et qu'on se complaît aussi dans ces moments-là. Et puis voilà, peut-être aussi d'autres choses qui ne sont pas cette fleur-là et qui font qu'il y a cette forme de... C'est peut-être pas le moment non plus pour moi d'être à la rencontre de l'autre, tout simplement. Et dans ces moments-là, en tout cas, je sais pas, c'est une forme de sagesse. Moi, je les accepte, ces moments-là. J'ai jamais eu cette crainte de me dire putain, ça fait tant de temps, quoi. Ça fait 365 jours, ça fait 692, ça fait 700. C'est ok, en fait. Et je trouve ça vraiment chouette parce que ça nous apprend plein de choses. Alors, Soluna, tout à fait d'accord. Je crois que le miroir que l'autre apporte nous enseigne, nous permet de nous observer à travers d'un autre prisme exactement. Mais c'est dans la solitude que l'on se construit, mais complètement. En tout cas, moi, c'est mon parcours de vie. J'ai 59 ans et c'est à travers tous ces moments de solitude et d'accompagnement que je suis le mieux, en fait. Et dans les moments d'accompagnement, d'amitié, puisque Soluna est la fille de ma meilleure amie, que je connais depuis que j'ai 20 ans. Donc, ça fait un paquet de temps. Eh bien, dans l'amitié aussi, c'est pareil. On peut se sentir extrêmement complet, extrêmement joyeux de pouvoir communiquer. Puis il y a des moments où on peut se sentir super seul. Et la solitude, c'est quelque chose qui nous construit et qui nous aide à aller vraiment vers qui nous sommes pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre, en fait. Et on n'est pas nécessairement dans la nécessité d'aller vers l'autre. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'injonction à être en couple, d'être accompagné, d'être en tribu, d'être en famille, d'être en groupe de travail. Il y a des gens qui cherchent la solitude, comme des moniales, des moines, des sages, etc. Et puis c'est des chemins de vie. Je pense que Sœur Teresa, Emmanuel, ce sont des femmes qui ont été très seules et en même temps très très accompagnées. Mais je veux dire, leur quête de vie, c'est de la solitude aussi. Voilà, et c'est ok. Je veux dire, il n'y a pas de règle, en fait, on s'en fout. Et quelqu'un de très seul, sauf s'il en souffre, alors tendons-lui la main s'il demande de l'aide, déjà. Ça n'a pas la peine non plus d'aller se caler sur quelqu'un qui s'en tape. Mais ne regardons pas non plus les autres comme un état de solitude, comme un état de souffrance fatale, parce que c'est pas un pléonasme, solitude et souffrance. C'est deux choses différentes, en fait. C'est pas forcément mal, et c'est pas forcément mal vécu. Et oui, Nathalie, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo, on peut être tout à fait en couple et être super seul. Ça nous est tous arrivé. Tous. C'est impossible de pas avoir traversé ces moments-là. Et je disais en déconnant tout à l'heure, un grand moment de solitude, évidemment. C'est évidemment la réalité. Seul par rapport à des valeurs, seul par rapport à la spiritualité, seul par rapport à son désir d'enfant et pas l'autre, seul... dans tellement de micro-choses qui nous éloignent l'un de l'autre, en fait, et qui nous rapprochent de nous, finalement, parce que, après tout, l'autre n'est pas là pour combler notre besoin. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, les enfants, si j'ai un désir d'enfant et que mon mari n'en a pas, ça c'est sûr que c'est un peu compliqué, parce que le désir d'enfant, il y a des gens qui se séparent aussi, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes idées, J'ai rencontré aussi des papas qui disaient moi, ma compagne, elle veut que 2 enfants et j'aurais adoré en avoir un 3e. Bon, ils ne se sont pas séparés nécessairement, mais on peut se sentir seul aussi face à des choix qui ne sont pas du tout partagés, évidemment. Et on ne peut pas tout combler dans la vie non plus. Il y a des moments où il faut aussi accepter que ça va rester comme ça. Ça va rester en chantier. Et des fois, le temps nous aide aussi à accepter que ce chantier-là n'est pas si douloureux finalement. Et faire le deuil aussi, évidemment.
le deuil de tous ces chagrins, toutes ces souffrances, si tant est qu'on le vive évidemment comme un état de solitude, hein, puisque c'est le sujet du soir. Mais donc là, je vais chercher la fleur Star of Bethlehem. Voilà, et quand la solitude s'accompagne de ce deuil aussi à faire, mais comme tout est dans l'impermanence, à partir du moment où je suis vivant, demain, dans la seconde, derrière, tout à l'heure, il peut y avoir quelqu'un qui frappe à ma porte. Hein, je peux sortir dans la rue et faire une rencontre. Je peux ne pas être seule à tout instant. Je peux décider aussi de mettre mes pompes et d'aller marcher en bas de chez moi. Je peux aussi décider de prendre un animal et décider de prendre un animal pour me sentir moins seule, si tant est que ce soit une vraie souffrance. Hein. Et la présence d'un animal peut aussi des fois combler ces moments de désarroi et de solitude. Donc c'est ok. Lamia, bonsoir. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la solitude et l'énergie sexuelle? Je vois pas trop le rapport ni la question en fait. Il n'y a pas de contradiction entre la solitude et l'énergie sexuelle. C'est quoi la question? Parce qu'on peut se sentir très très seul en faisant l'amour aussi, hein. Même en étant accompagné, on peut être très très seul. Seul avec son plaisir, soit, mais seul aussi dans l'incompréhension que le désir ne soit pas présent, seul que l'autre, que moi aussi je puisse pas plus exprimer mon désir, donc dans cet état aussi de solitude que j'ai aussi des fois, dans lequel je vais m'enfermer aussi, parce que je peux aussi communiquer. Alors tu veux dire peut-être que oui, c'est-à-dire de ne pas être accompagné et donc d'avoir cette énergie sexuelle et de se sentir dans la solitude. J'ai envie de dire, faisons-nous du bien tout seul en fait. On n'est pas obligé non plus d'être seul dans cette sexualité. Si elle est en solo, c'est ok. Je veux dire, c'est plus un tabou maintenant. À moins que ça le soit, du coup travaillons sur nous. Il y a des gens dont c'est le métier. Des thérapeutes, entre autres. Oui, ok, du coup, je suis partie sur autre chose, mais c'est pas complètement dénué de sens ce que j'étais en train de dire. Mais oui, évidemment, la sexualité, encore heureux qu'on traverse des fois des moments de célibat, alors là, pour le coup, puisqu'on parle de solitude, dans le couple, où la sexualité est absente en relation avec l'autre, mais la sexualité vis-à-vis de soi-même, elle existe quand même. Alors des fois, il y a des freins, il y a des non-autorisations, donc ça peut être mimulus, ça peut être des peurs, ça peut être de la honte, de la culpabilité, donc ça c'est Pine, je suis en train de les chercher en même temps. Mais s'il n'y a pas ces injonctions-là, est-ce que c'est pas un super moyen aussi de découvrir son corps et de se dire qu'est-ce qui me fait kiffer moi quand je prends mon plaisir? Faisons des trucs tout seul, expérimentons tout seul aussi. Franchement, à part nous, qui nous en empêche? Nous. Personne ne nous dit rien. Même si ce sont des vieilles injonctions, c'est des trucs à ce moment-là qu'il faut couper, j'ai donné une autre fleur. Ça, c'est Pine, la culpabilité. Des injonctions qu'il faudrait couper, entre guillemets, sur le yaka faucon, il faut pas, etc. Ça, c'est Walnut. Je suis en train de la chercher. C'est la fleur de la... Alors, on parle de la fleur de la protection et des changements de cap et donc d'adaptation dans ces moments-là, mais aussi elle coupe les liens avec le passé. Et quand on a des injonctions très fortes qui viennent des fois de notre éducation et qui nous empêchent d'être complètement libres dans cette façon d'aborder cette sexualité, ça peut être une proposition expérimentée, hein, mais voilà, Walnut. Ça, c'est vraiment quand on est encore... parce que Walnut, on parle de cette émotion, vous savez, quand on est comme une éponge par rapport à des fois avec des préceptes, des concepts de la société, de la religion, alors je parle de sexualité là pour le coup, mais peu importe, on peut élargir sur tous les plans. C'est vraiment pour répondre à qui? À Lamia. Quand on a des injonctions sociétales, éducationnelles, ou même ses propres injonctions aussi, mais bon, là, on va être plutôt sur Pine, sur la culpabilité, mais là, c'est vraiment Walnut, c'est aussi... des fois, je donne cet exemple, j'en donne deux souvent, c'est me dire rien à foutre, mais c'est pas grave. C'est vraiment... Quand par exemple, on a envie de faire son coming out et qu'on n'ose pas le faire parce que, qu'est-ce que les autres vont penser ou que la société fait ça, donc il faut pas le faire. Ça, voilà. Walnut, ça nous permet d'être
OK avec notre sexualité, avec notre coming out de ce qu'on veut. Hein. C'est pas le coming out de faire du tricot, alors que c'est nul de faire du tricot. Je fais exprès de dire n'importe quoi, mais bon, oui, un coming out, c'est pas que être dans la sexualité aussi. Walnut nous permet de ne pas être dans cette hypersensibilité, cette vulnérabilité qui fait que ça a encore un impact sur nous, ce qu'on nous a dit en fait. Et donc ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a dit, mais ce que je dois vivre moi, ma légende personnelle, je la reste intacte et je la garde et je la chéris comme un joyau en fait. Et je donne toujours un deuxième exemple, c'est il faut pas porter de chaussures jaunes parce que jaune, je sais pas, c'est la couleur des gens qui sont cocus ou je dis n'importe quoi. Vous savez, ce genre de phrases à la con, et ben, qui peuvent aussi encore avoir une influence sur moi au moment où je parle, et donc je veux pas que je porte de chaussures jaunes. Ben, en fait, là, si j'ai envie de porter des chaussures jaunes et que c'est chaussures de cocu, et ben, j'en ai rien à foutre, je vais porter mes chaussures jaunes et je vais acheter ma paire de pompes jaunes et que je trouve absolument magnifique. C'est un peu grossier comme façon de parler, mais c'est une façon de dire, Walnut, elle nous coupe aussi de ces liens qui ont encore des incidences sur nous dans nos vies. Donc par rapport à la sexualité et donc voilà cette solitude par rapport à l'énergie sexuelle, pour moi c'est pas une question en fait. C'est une autorisation à dire ok ben prenons notre plaisir tout seul et apprenons aussi dans ces moments-là à découvrir ce qui nous rend dans cette j'allais dire dans cette sensualité aussi à nous-mêmes, dans cette autorisation à se donner du plaisir, à découvrir notre corps. Alors il y en a, vous allez me dire, bon bah je le connais déjà mon corps, je sais ce qui me fait monter au rideau, à grimper, à je ne sais quoi, et j'ai pas besoin de redécouvrir mon corps pour me dire bon bah je vis ce moment de solitude. Ben après il y a des gens qu'on peut payer aussi, hein, si on a vraiment besoin de faire l'amour. Il y a des applis aussi où j'imagine, si on a vraiment besoin de faire l'amour, on peut aussi juste rencontrer quelqu'un pour faire l'amour. On peut aussi aller prendre un verre dans un bar et rencontrer des gens et puis aller faire l'amour. Enfin, j'ai l'énergie sexuelle, on peut aussi la transcender, la permuter en créativité. Voilà, parce que je suis une artiste, mais je trouve que c'est aussi un cadeau inouï que de créer quand on est dans cette impulsion de vie, de sexualité, la créativité, il n'y a rien de mieux en fait. Donc faites ce que vous voulez avec ça. Mais ça peut être aussi une impulsion de vie exceptionnelle qu'on peut aussi transmuter et donner à un art, alors qu'il ne soit pas forcément les arts classiques, hein, un art, un talent, un joyau que l'on va construire autour de ça et qui peut même rester comme un ancrage aussi pour nous, aussi pour célébrer aussi cette sexualité qu'on a aussi, au lieu de le vivre comme quelque chose de condamnable, d'affreux, et de refaire le moulinage de, comme je disais tout à l'heure, White Chestnut, c'est horrible, je suis obligée de me caresser ou de me masturber parce que je suis tout seul et donc je suis seule et qu'est-ce que c'est horrible d'être seule. Ok, bon, ça changera pas l'affaire en fait, et ça c'est White Chestnut. Et bien de faire aussi cet acte de foi et de dire ok, bah c'est comme ça. Je parle de foi dans le sens où on peut croire aussi à cette impulsion de vie, à cette énergie de sexualité aussi, en la transcendant, en mettant en œuvre quelque chose, acter quelque chose dans la matière, donc pour transformer ce feu de la Kundalini aussi, de cette énergie qui ne demande qu'à être transmutée, parce que l'énergie sexuelle au départ c'est un peu quand même pour procréer, donc normalement le feu de la sexualité donne chair à quelque chose, donne vie en fait. Et donc cette vie, on peut aussi la co-créer aussi en solo. Donc ça peut être, ça peut être un objet, ça peut être jardiner, c'est une forme de créativité. Ça peut être, changer les meubles de sa pièce, c'est une énergie, une impulsion de vie. Évidemment, tous les artistes vont comprendre, que ce soit de la musique, que ce soit de la sculpture, que ce soit de la peinture, du dessin, mais si vous avez besoin de repeindre les murs, soyez créatifs et vivez cette sexualité comme une possibilité aussi de reconnecter à cette vie en fait qui est en nous. Et on n'est pas seul pour le coup, on est avec nous-mêmes. Donc ça c'est quand même cool. Et là c'est une belle preuve entre guillemets de j'allais dire de serpent qui se mord la queue, sans jeu de mots, mais je vois ce cercle de ce serpent qui est pas de la Kundalini qu'on peut mettre autour du bras, vous savez, ce serpent qui monte comme ça, comme le caducée. Donc sur cette colonne vertébrale, mais je vois ce serpent là qui se mord la queue, qui a un symbole aussi, je ne sais pas si c'est égyptien ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment ça aussi, c'est
de transmuter cette énergie de feu et de créativité qu'on a en nous. Parce que la sexualité, c'est de la création, c'est du feu, c'est de l'amour, c'est de la vie, et donc on est vivant. Donc ça, profitons de ces moments-là pour reconnecter à notre vie, au lieu de nous morfondre dans des désarrois, comme je disais, dans des abîmes abyssales de turpitude personnelle, de flagellation, d'auto-sabordage, de trucs en boucle, de je suis seule, je suis seule, je suis seule. Mais en fait, je vous dis ça parce que ça me remet à l'esprit que quand j'ai fait ce fameux check de trucs d'internet, en fait, je l'avais fait pour une collègue qui m'avait dit tu nous fais chier, Nathalie. C'était il y a eu 9 ans. C'est vachement bien les sites de rencontres. Moi j'ai plein de copains qui et tout. Je dis mais attends, ça va quoi. Peggy, toi t'as 30 ans, je sais plus, j'avais 45 ou je sais plus combien, 47. J'ai dit mais non, tu vois. Bah non, j'avais 50 ans puisque j'en ai 59. Et j'ai dit bon allez ok, lâche sur tes idées à la con et fais-le quoi. Et j'ai cherché ardemment quelqu'un et ça a été mais un cauchemar parce que c'est vraiment pas moi. Et du coup, cette énergie-là, je l'ai mis un truc au service d'un truc qui était contre moi finalement. Bon, j'ai fait quand même une rencontre qui a été intéressante, mais c'est surtout intéressante pour savoir ce que je ne voulais pas. Donc il y a toujours de l'intérêt tout le temps, il y a toujours des bénéfices cachés. Hein. Mais c'était contre-productif parce que j'ai cherché à combler un truc qu'il n'y avait pas à combler en fait. Cet état de solitude, il était joyeux finalement. Et je le vivais très mal. Et je le vivais très mal parce que j'ai cherché à me persuader qu'il fallait que je le vive mal, alors que je le vivais très bien. Mais c'était aussi beaucoup, alors pour le coup Walnut, avec le regard des collègues ou des copines, des copains qui disaient « mais quand même, une belle fille comme toi, tu peux rester toute seule. » Mais déjà, ça c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. C'est hyper sexiste comme propos. Et je trouve ça nullissime, parce que ça présuppose que les hommes laids ou les femmes laides, à l'opposition à la beauté, n'ont pas le droit ou le choix d'être seuls. Enfin, c'est pas acceptable comme phrase en fait. Et donc voilà. Et donc cette solitude-là, vous voyez, il y a des moments où on peut aussi la transcender, la permuter, être en connexion avec soi, dans cette co-créativité avec soi. Que ce soit de l'énergie sexuelle, puisqu'on a terminé dessus, mais sur d'autres choses, puisque j'ai parlé bien avant de cette connexion à soi. Et de cette vie qui nous ramène à chaque instant à ces pulsations de bonheur, vraiment. D'avoir cette grâce, de pouvoir expérimenter ce qu'on a expérimenté sur Terre. Et même ces moments de solitude, ce sont des états de grâce. Et vous voyez, quand on les traverse, quelquefois, des semaines, des jours, des heures, des années, après, on a beaucoup de compassion aussi dans ces moments-là. Et même si on peut en dire « c'était horrible, je l'ai très mal vécu », si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, il y a toujours des endroits qui nous ont laissé un goût d'apprentissage en fait. Et de joie aussi de pouvoir grandir sur nous et d'avoir dépassé aussi ces moments-là. C'est aussi une forme d'apprentissage et de ne pas rester sur des acquis de solitude égale souffrance. Solitude peut être égale à une forme d'autonomie, une forme d'allégresse, de prendre juste la vie comme elle est, sans attendre, sans besoin de camoufler, refouler, combler. Il n'y a rien à combler, on est parfait en fait. On est parfait aussi dans ces moments de solitude. C'est juste inouï, quoi. Mais pour ça, il faut se donner du temps pour aller à notre rencontre et arrêter de se fermer les yeux ou de se boucher les oreilles pour pas y aller, en fait. Parce que on passe à côté de l'essentiel et puis quand on meurt, c'est trop tard. Donc, c'est cool d'y aller maintenant. Voilà, il est 21h. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Lamina, moi je fais de la peinture, mais oui, c'est chouette. C'est pas Lamina, c'est Lamia, pardon. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été là. Et
Coucou Sandra, on va se retrouver bientôt. C'est la fin du live là. Et donc voilà. Et ben, c'est la fin de la solitude. Merci Lamia, merci à vous tous d'avoir été là. Merci pour les partages, c'est vraiment chouette. J'ai dit beaucoup de choses complètement différentes et très coucou Sandra. Et voilà, écoutez, à vos commentaires sur ce que peut représenter la solitude selon vous. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Merci beaucoup Nathalie. C'est un sujet, voilà, c'est pas un sujet sans fin, mais c'est, comme je disais, le mot abyssal dès le départ. Et bon, ceux qui regarderont la vidéo en entier comprendront ce que je veux dire, parce que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, il y a de quoi faire. Et voilà. Eh bien, belle soirée Solène, belle soirée Nathalie, à tous, et merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo ici ou ailleurs, puisque ce sera sur YouTube demain. Merci beaucoup, bisous, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir Maya.